Nous nous retrouvons à présent pour la suite de notre journée et nous allons commencer une table ronde un petit peu plus technique par rapport à tout ce que nous nous sommes dit ce matin, mais nous allons pouvoir faire quelques parallèles. La réglementation éco-énergie tertiaire que nous allons aborder dans cette seconde partie, en fait, ne constitue qu'un des maillons pour contribuer à la conversion écologique prônée par le pape François. Au cours de cette table ronde, nous allons donc aborder concrètement cette réglementation, les objectifs à atteindre en vous proposant des clés d'entrée dans cette démarche et en quelque sorte une méthodologie à suivre. Alors plusieurs intervenants vont nous accueillir au cours de cette matinée. À mes côtés pour cette première partie, Adeline Lecomte, chef de marché tertiaire à la direction développement GRDF, qui est déjà parmi nous. Bonjour. Claudie Ferlet, directrice du développement des métiers de l'énergie et du bas carbone Socotec. Et tout à l'heure, Michael Thérom, directeur métier génie énergétique d'Axéo, nous rejoindra également. En deuxième partie, nous aurons plutôt une série de témoignages et nous accueillerons Nathalie Lederman, responsable du programme QBES à l'IFPEB, Pierre-Maël Gora, responsable efficacité énergétique tertiaire CEGIBAT, donc du groupe GRDF, et Sabir Benatia, responsable immobilier Sud-Est de la Fondation Apprentis d'Auteuil et qui est également membre du groupe technique locaux scolaires. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Adeline Lecomte. Alors, pour mieux comprendre, Adeline, et se projeter dans les mesures que nous allons devoir prendre pour les années à venir, il me semble impératif de reprendre les grands principes de cette loi, les enjeux, les obligations et le calendrier associé. Je vous laisse donc la parole pour quelques minutes. Alors effectivement, je vais commencer cette présentation par repositionner un peu le contexte du décret tertiaire dans la transition énergétique globale dans laquelle la France est engagée. Donc effectivement, la France s'est fixé des grands objectifs en termes de transition énergétique qui se matérialisent par texte, notamment la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe un objectif de réduction de 50% de consommation d'énergie finale en 2050 par rapport à 2012. Avec un passage à 32% d'énergie nouvelle renouvelable à 2030. L'ambition de la France, c'est vraiment une stratégie neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, ce décret tertiaire dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est le texte des réductions de consommation d'énergie finale au tertiaire, allant de moins 40% en 2030 à moins 60% en 2050. Bien sûr, on va revenir en détail par la suite sur le décret tertiaire vraiment en détail. Alors pourquoi effectivement le tertiaire en particulier? Les bâtiments tertiaires, ce sont des bâtiments qui finalement représentent plus d'1 milliard de mètres carrés en France. Ça représente à peu près 15% de la consommation d'énergie finale en France. Donc on voit qu'il y a un véritable enjeu sur le tertiaire, un enjeu aussi donc globalement pour la politique de maîtrise de l'énergie. Alors ce décret tertiaire, il n'est pas vraiment nouveau. Ce décret tertiaire, on en entend parler depuis déjà longtemps, j'ai envie de dire. Déjà depuis 2010, on a eu une première tentative de mettre en place un texte pour réduire la consommation énergétique des bâtiments dans le tertiaire avec la loi Grenelle 2. Puis en 2015, on a eu aussi une tentative avec la loi de transition énergétique. Donc 2 tentatives qui ont échoué et donc il faut attendre 2018 pour avoir la loi Elan, qui est la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique pour avoir cette obligation de réduction de consommation dans le tertiaire. Cette loi Elan a été suivie du décret tertiaire, le nom officiel, c'est le décret éco-énergie tertiaire qui est sorti en juillet 2019. Et puis depuis, on a plusieurs textes qui sont sortis pour préciser la méthodologie, l'application de ce décret, l'arrêté méthode en avril 2020. Et plus récemment, début janvier, on a eu un arrêté précisant les seuils de consommation maximaux dans le segment des bureaux et des bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, dont on va parler aujourd'hui particulièrement. On a un autre texte qui est bientôt, on va dire, finalisé, probablement avant l'été, qui va pouvoir embarquer l'ensemble des marchés du tertiaire, puisqu'on a aussi tout ce qui est santé, tout ce qui est restauration, voilà, tout ce qui est commerce, qui doivent aussi être pris en compte dans cet arrêté tertiaire.
Alors, sur le calendrier, là, j'ai mis effectivement plusieurs dates, on va revenir voilà, longuement dessus. Hein. La première échéance, c'est 2030. Et puis, d'ici là, on a quand même des choses à faire. Donc, on va revenir en détail sur le calendrier par la suite. Alors, la première question, rapidement, en fait, je voulais quand même commencer par faire une synthèse. Et puis, bien sûr, on va revenir en détail sur le décret tertiaire. Le décret tertiaire, en un mot, c'est un décret qui impose à tous les bâtiments tertiaires existants, de plus de 1000 m², de faire des économies d'énergie finale. Sachant qu'on a des échéances en fait, qui sont réparties sur 3 paliers, 2030, 2040 et 2050. Et ce décret concerne toutes les énergies, c'est-à-dire, on parle bien d'électricité, de gaz, de fioul, de bois, de réseau de chaleur, voilà, toutes les énergies sont concernées. Et donc, il va être demandé à tous les assujettis d'enregistrer leur bâtiment et leur consommation dans une base qui s'appelle Opérat pour le 30 septembre 2021. Et puis, ça, c'est la première étape dont on va parler également plus tard. Et puis, pour atteindre ces objectifs, on aura 4 principaux leviers d'amélioration. Travailler sur le bâti, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment, travailler sur les équipements, notamment les équipements de chauffage, de production d'eau chaude, la régulation et le comportement des occupants. Voilà, j'ai essayé de synthétiser vraiment très rapidement ce décret pour vous donner une vue, et puis ensuite, on va rentrer dans le détail. Alors, moi, je vais répondre à la première question. Qui est concerné par ce décret tertiaire? Ce décret tertiaire, il concerne tous les bâtiments hébergeant des activités tertiaires, donc avec des usages tertiaires existants, qui ont une surface de plancher supérieure à 1000 m². Il concerne à la fois, on va dire, les propriétaires et les exploitants des bâtiments. Ça reviendra également peut-être plus en détail après. Il n'y a pas de distinction, le texte ne précise pas, c'est une co-responsabilité entre le propriétaire et l'exploitant des bâtiments. Alors on a plusieurs cas de figure possibles sur les bâtiments. On peut avoir un bâtiment exclusivement tertiaire qui a une surface supérieure à 1000 m², donc celui-là il est directement concerné. On peut avoir des bâtiments mixtes qui hébergent des usages tertiaires et d'autres activités, mais dont les surfaces sont supérieures à 1000 m². Il va également rentrer dans le périmètre du décret tertiaire. Et puis on peut avoir plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui ont des usages tertiaires, et là dont la surface cumulée est supérieure à 1000 m² et qui rentrent dans le décret tertiaire. Ce qui est exclu de façon claire et certaine, ce sont les logements, les constructions provisoires, donc ça ce sont les constructions qu'on peut voir sur les chantiers par exemple, les bâtiments industriels et agricoles, les bâtiments qui sont en fait de sécurité intérieure, donc là ça concerne les bâtiments surtout liés au ministère de la Défense, et puis les lieux de culte. Voilà. Donc tous ces bâtiments-là, que je viens de citer, ne rentrent pas dans le périmètre du décret tertiaire. Alors on va voir également que pour un bâtiment, un propriétaire qui aurait plusieurs bâtiments, on a une possibilité de mutualiser les résultats de l'ensemble de ces bâtiments, qui va donner une certaine souplesse, dans le cas où on a plusieurs bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, ça donnera une certaine souplesse dans l'atteinte des objectifs. Alors voilà, là c'était effectivement la réponse à la question, qui est assujetti au décret tertiaire. Et maintenant, en détail, de quoi s'agit-il ce décret tertiaire? Ce décret, en fait, on l'a dit, c'est une obligation de réduction des consommations d'énergie finale. Donc d'énergie finale, ça veut dire l'énergie telle qu'elle est facturée, vraiment sur la facture. On va prendre effectivement ce qui est facturé, et c'est par rapport à ça qu'il va falloir faire des réductions de consommation. Alors, il est possible d'avoir, le gouvernement dans son texte, on y laisse une souplesse, c'est-à-dire qu'il a mis en place 2 objectifs. Alors, il n'y a pas de choix à faire entre un objectif ou un autre, c'est juste une souplesse qui est donnée, et ça va permettre aussi aux bâtiments de pouvoir se situer plus facilement dans l'un ou l'autre. Le premier objectif, c'est l'objectif en valeur relative, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir faire une réduction par rapport à une consommation historique. Donc sur le graphe à gauche, là je vous ai mis effectivement, si on prend une consommation de référence, donc c'est la consommation en rouge, on va devoir faire du moins 40% en 2030, puis moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Cette consommation de référence, c'est important, c'est quelque chose qu'il faudra prendre bien soin de définir, parce que c'est donc bien ça qui fera référence, comme le nom l'indique, et qui servira dans l'application du décret tertiaire sur les prochaines années. Cette consommation de référence, c'est quelque chose qui est choisi par les assujettis, donc qui est à leurs mains, et qui est une consommation qui en fait, peut être une consommation sur 12 mois glissants sur la période 2010-2019. Donc on laisse quand même une profondeur d'historique, on va dire assez grande, on peut remonter jusqu'à 2010, pour choisir sa consommation de référence. Donc il y a toute une stratégie effectivement
quand même à réfléchir sur quelle est la bonne consommation de référence à prendre en compte. Voilà, sachant que pour les bâtiments qui sont chauffés au gaz, qui utilisent le gaz, GRDF peut vous aider, je profite pour dire ça, à récupérer votre historique de consommation sur cette période assez longue, de 10 ans. Il faudra effectivement se rapprocher de nous. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin d'aide pour récupérer votre historique de façon à choisir la bonne année de référence. Donc ça, c'est effectivement le premier objectif, l'objectif en valeur relative. On a tous ça en tête qu'il faut effectivement faire ces moins 40, moins 50, moins 60% par rapport à une consommation de référence. L'autre objectif qui est possible, qui est donné, donc c'est l'un ou l'autre des objectifs qui doit être atteint, pas les deux. Et encore une fois, il n'y a pas de choix à faire par l'assujetti. Ça va se faire un peu automatiquement à partir du moment où l'assujetti enregistrera ses bâtiments dans Opéra. C'est un objectif en valeur absolue, c'est-à-dire que pour les bâtiments, effectivement, ça c'est plutôt pour les bâtiments qui sont plus récents, notamment, qui ont fait des rénovations, on va dire, assez récentes. Le gouvernement a mis en place des seuils de consommation maximaux à ne pas dépasser. Donc ces seuils de consommation qu'on appelle valeur absolue, que j'ai indiqué sur la slide, le Cmax, consommation maximale, qui est composé en fait de deux choses. Un seuil de consommation qu'on appelle CVC, qui correspond à l'usage chauffage, climatisation, ventilation. Donc ça, c'est une consommation, on voit, qui est très liée au climat, chauffage, ventilation, climatisation, donc qui est beaucoup liée au climat, à l'activité, et puis donc du coup qui va dépendre du segment tertiaire concerné, qui va dépendre de la zone climatique dans laquelle vous êtes en France. Et puis un seuil qu'on appelle use, qui en fait correspond aux usages spécifiques, donc qui ne sont pas liés au climat, tels que l'éclairage, les consommations immobilières, les choses comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un seuil qui existe donc, pour toutes les catégories d'établissements, qui est exprimé en kilowattheures par mètre carré par an, et qui va donner une consommation maximale à ne pas dépasser. Pour les bâtiments, par exemple, on va avoir un seuil pour les écoles primaires, les écoles maternelles, un autre pour les collèges, pour les lycées d'enseignement général. Voilà, il y a toute une sous-catégorie, c'est quand même assez complexe, on a à peu près 10 ou une dizaine, on va dire, de sous-catégories pour les bâtiments d'enseignement, qui nous donnent des seuils de consommation maximale à ne pas dépasser pour les bâtiments d'enseignement. Donc là, le premier seuil, c'est 2030 pour le moment. On a l'horizon à atteindre en 2030. Donc voilà, ça c'est cette obligation de réduction de consommation en énergie finale, donc qui peut prendre soit la forme d'une comparaison, on va dire, par rapport à une année de référence, comme j'ai cité, ou alors juste un plafond de consommation à ne pas dépasser, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Alors, il y a également une autre obligation, qui est une obligation de déclaration des bâtiments assujettis dans Opéra. Donc l'ADEME a mis en place, bien sûr avec le gouvernement, une plateforme numérique qui s'appelle Opéra, donc j'ai mis le lien ici sur la slide, qui va permettre de suivre les consommations de tous les bâtiments tertiaires. Donc elle fait beaucoup de choses dans cette plateforme, elle va permettre également de calculer des modulations de consommation par rapport à des volumes d'activité ou des indicateurs, elle va permettre de corriger les consommations de l'effet climatique, elle évalue également les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, suivant la nature des énergies, et surtout ce qui est important, c'est qu'elle va délivrer une attestation annuelle éco-énergie tertiaire pour justement attester du fait que le bâtiment a bien été enregistré dans Opéra et a bien rempli ses objectifs. Donc un système de notation, notamment par feuille, qui est indiqué avec les petits pictogrammes qui sont indiqués en bas, qui indiquera comment le bâtiment se situe par rapport aux objectifs du décret tertiaire, notamment en 2030. Alors avant 2030, on a une première étape qui est assez importante, c'est 30 septembre 2021, donc ça vient assez vite, c'est le 30 septembre de cette année, où là, effectivement, il est demandé à chacun qui est concerné par le décret tertiaire d'enregistrer son patrimoine tertiaire dans cette plateforme Opéra, donc identifier déjà tout son patrimoine soumis à l'obligation, et puis déclarer pour chacun des bâtiments la nature des activités qui sont exercées dans le bâtiment, bien sûr la surface de plancher qui est associée, et puis les consommations de 2020. Donc c'est une première étape assez importante, je l'ai mis sur la frise, donc Opéra est opérationnel dès à présent, il est possible d'enregistrer ces bâtiments, et donc il va falloir, il y a un certain nombre d'indicateurs, mais on va revenir ensuite bien en détail, vous allez voir dessus, à remplir pour le 30 septembre 2021. Compte tenu du décalage un peu du planning, compte tenu du contexte actuel, il a été décalé d'1 an le fait de remplir sa consommation de référence. Donc le choix de la consommation de référence, vous avez jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine, donc 2022,
pour indiquer quelle est la consommation de référence qui fera donc foi une fois que vous aurez indiqué cette consommation pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et puis après, de façon récurrente, tous les 30 septembre de l'année N, il sera nécessaire d'indiquer la consommation de l'année N-1 pour toutes les énergies qui sont utilisées dans vos bâtiments. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des obligations? Alors oui, effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues. Une première typologie de sanctions, ce sont des... alors, on n'appelle pas ça des sanctions, en fait. Pour le moment, le régime de sanctions n'est pas forcément très dissuasif. L'idée étant d'inciter les gens à vraiment déjà déclarer leur bâtiment et leur consommation sur la plateforme. Et puis, en fait, l'idée, c'est de dire que si les bâtiments n'ont pas joué le jeu, n'ont pas fait tout ça, leur nom sera publié sur une liste au niveau de la préfecture. La préfecture tiendra une sorte de liste, et en fait, on aura une sorte de ce qu'ils appellent le name and shame. Donc, les gens qui n'auront pas joué le jeu auront leur nom publié un peu, voilà, un peu désigné pour le coup pour les mauvais élèves. Ça, c'est la première étape, on va dire. Mais il y a également un régime de sanctions financières qui est prévu. Après, effectivement, plusieurs étapes de mise en demeure, de rappel, etc. En dernier recours, il est prévu une sanction financière de 7 500 € par personne morale si les objectifs ne sont pas atteints. Alors, le régime de sanctions n'est pas encore tout à fait précisé, enfin, il y a des précisions à apporter. Mais effectivement, l'idée quand même, l'idée c'était pas de mettre en place une grosse sanction financière, l'idée c'est quand même d'inciter le maximum de gens à jouer le jeu et déjà à enregistrer leur bâtiment sur la plateforme et puis essayer d'atteindre les objectifs. Alors je voulais dire un mot sur la responsabilité entre propriétaires et exploitants. Donc, bien souvent, effectivement, les propriétaires des bâtiments ne sont pas les exploitants, ce sont effectivement des gens différents. Les obligations d'action de réduction des consommations, elles concernent autant les propriétaires que les exploitants. Donc c'est très important dans cette phase déjà de réflexion de se mettre d'accord entre propriétaires et exploitants sur le rôle des uns et des autres. Qui va faire quoi, de quoi relève, effectivement, par rapport à la plateforme Opérate, définir qui va déclarer les bâtiments dans Opéra. Il est clair que le propriétaire est plutôt, on va dire, responsable des bâtiments au niveau du bâti. Par contre, c'est l'exploitant qui aura à sa main toutes les données concernant les consommations. Donc il est vraiment fondamental de se mettre d'accord en amont sur le rôle du propriétaire et de l'exploitant, sachant qu'une fois que, par exemple, si c'est le propriétaire qui décide de gérer tout ce qui est déclaration dans Opéra, il ne sera pas possible de revenir en arrière. Donc c'est une réflexion à avoir. Par contre, c'est quelque chose qui peut aussi être formalisé, notamment dans les baux qui sont signés entre propriétaires et exploitants. Mais cette phase, bien sûr, de discussion, de mise en accord entre les deux, c'est quelque chose qui relève vraiment de l'action à faire en amont et de façon assez rapide, puisqu'on voit que le 30 septembre de cette année, il va falloir déjà déclarer ces bâtiments. Un petit mot pour finir sur la mutualisation des résultats. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, il est possible pour un propriétaire qui a un patrimoine de plusieurs bâtiments de mutualiser ses résultats. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir, si un propriétaire a plusieurs bâtiments, parmi ces bâtiments, il y en a certains qui vont être plus performants que d'autres et qui vont atteindre certainement plus facilement les objectifs du décret tertiaire que les autres. Il sera possible de compenser les moins bons résultats de certains bâtiments par d'autres bâtiments qui auraient surperformé. Donc ça permet d'équilibrer, on va dire, quand on a plusieurs bâtiments, c'est intéressant quand on a un patrimoine. Et ça permet effectivement d'avoir aussi une vision d'ensemble, l'objectif étant d'atteindre de façon globale des efforts d'économie d'énergie et de transition énergétique. Voilà, donc moi j'ai terminé sur ma partie. Merci Adeline. Je vais avoir deux questions pour vous. Alors, la surface des bâtiments est considérée à un instant T. Mais entre 2010 et aujourd'hui, période de référence, et aujourd'hui et 2030, cette surface a pu et peut encore augmenter. Donc, comment est-ce qu'on va le gérer dans le dispositif? Et ce qui rejoint une autre question aussi, je pense, c'est-à-dire qu'en 2010, par exemple, on prend 2010 comme référence, mais entre-temps, on a peut-être pu construire un autre bâtiment, donc il y a des modifications au niveau des surfaces, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé. Donc, il va falloir, quand on choisira la consommation de référence, donc par exemple 2010, je prends l'exemple de 2010, il va falloir indiquer la surface qui était à l'époque en vigueur, de 2010. Donc, on va indiquer la consommation de 2010 et la surface de 2010. Ce qui va nous donner un indicateur en fait unitaire, une consommation unitaire. C'est ça qui va faire foi, c'est la consommation unitaire, en kilowattheure par mètre carré. Et donc, à partir du moment où on a cet indicateur unitaire, consommation unitaire, il n'y a plus le problème, entre guillemets, de la surface. C'est-à-dire que si le bâtiment s'est agrandi,
ça ne posera pas de problème puisqu'on parlera, on appliquera, on va dire, la consommation unitaire sur la nouvelle surface. Donc tout étant unitaire, il sera précisé à chaque fois, effectivement, la notion de surface, c'est quelque chose qui sera important à préciser, à la fois au moment où on enregistre son bâtiment, donc maintenant, aujourd'hui, quelle est la surface des bâtiments, mais également, quand on renseignera la consommation de référence, il faudra indiquer quelle était la surface à l'époque, notamment s'il y a eu des travaux d'agrandissement ou au contraire de... Et tous les ans, de toute façon, on enregistre nos consommations de l'année, donc si on a eu des modifications, là aussi, on l'indique si on a eu si on a construit un nouveau bâtiment, si les surfaces ont changé. Donc ça va s'ajuster en fait, si je puis dire. C'est ça. C'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que le seuil, notamment en valeur absolue, est écrit en kilowattheure par mètre carré. Parce qu'effectivement, c'est important de comparer des choses à surface équivalente. Sinon, ça pénaliserait trop les bâtiments en fait. Parfait. Merci Adeline. Merci pour ce propos précis qui a bien éclairci le contexte et puis les grandes lignes de cette loi. Je vais passer la parole à Claudie Ferlet, donc je rappelle directrice du développement des métiers de l'énergie et du bas carbone de la Socotec, à la Socotec, pardon. Donc après ces indications sur le contexte et les grandes lignes de la loi, concrètement maintenant, est-ce que vous pouvez nous indiquer les actions prioritaires à mener, j'ai envie de dire un peu par où commencer à présent? Bonjour à tous, oui, pas de souci pour illustrer ces propos-là. Évidemment, on va parler de se mettre à l'échelle concrète des assujettis et de vous dans vos établissements scolaires pour pouvoir savoir par où commencer et savoir comment organiser ce dispositif décret tertiaire dans cette première partie. Pour cela, on l'a sous-découpé en 3 morceaux qu'on a appelé l'identification des sites assujettis, pour voir sur vos sites quels sont les bâtiments qui vont être impactés par ce décret tertiaire et ceux qui ne le seront pas. Puis préparer la base bâtimentaire avec la liste et le renseignement des données administratives et bâtimentaires à récolter qui seront à verser dans la plateforme Opérate. Et puis, en dernier point, on regardera les récoltes des consommations énergétiques donc de 2020 pour cette année, puisque ce sont les 3 propos qui devront être mis dans la plateforme Opérate avant le 30 septembre 2021, comme nous en a parlé Adeline juste avant, une date qui est finalement très proche et qui nous force à l'exercice, à réaliser l'exercice rapidement. Alors, pour ce qui est des sites assujettis, on a effectivement évoqué le principe des 3 cas, le cas du bâtiment unique qui concernerait un bâtiment avec uniquement de l'usage tertiaire à l'intérieur. Il peut être seul occupant, vous pouvez être seul occupant dans vos bâtiments, il peut y avoir plusieurs modalités d'occupants. Par contre, c'est uniquement de l'usage tertiaire. Dans ce cas-là, on va regarder la surface de plancher de ce bâtiment, la comparer au seuil de 1000 m². Le bâtiment étant de plus de 1000 m², il est assujetti au décret tertiaire. Le cas numéro 2, c'est si vous êtes plusieurs dans les mêmes locaux et que certaines activités ne sont pas des activités à usage tertiaire. Dans ce cas-là, vous allez avoir la possibilité, l'obligation de comparer la surface liée à l'usage tertiaire, comparer cette surface au seuil de 1000 m². Si vous dépassez ce seuil de 1000 m², le bâtiment est assujetti. S'il ne l'est pas, vous êtes en dehors du décret tertiaire. Le 3e cas est celui que vous allez retrouver dans la majeure partie de vos établissements. C'est celui qui est illustré sur la droite de la diapositive, où vous allez avoir plusieurs établissements, plusieurs bâtiments dans un même périmètre, dans une même parcelle cadastrale, un même ensemble cadastral, une même unité foncière, qui peuvent être alimentés ou non par un même point de livraison. Et l'idée de cette partie-là, de ce cas-là, c'est de dire qu'un ensemble de bâtiments va voir ses surfaces cumulées s'ils sont sur une même entité foncière. C'est-à-dire que pris indépendamment, une école primaire qui ferait 400 m², un gymnase qui ferait 400 m² un peu plus loin, et une école secondaire, un collège qui ferait aussi 400 m² sur un même ensemble, pris indépendamment les uns des autres, ils ne sembleraient pas soumis, mais comme ils sont sur le même ensemble cadastral ou la même unité foncière, alors on cumule les surfaces, on la compare aux 1000 m² du seuil de plancher, de surface de plancher, et donc l'ensemble de l'établissement, l'ensemble des établissements est donc assujetti au décret tertiaire. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on va chercher sur un site assujetti quels sont les usages de ce site, quels sont les usages qui sont impliqués dans le décret tertiaire.
alors, on a bien deux volets. On a bien l'usage tertiaire qui nous assujettit au décret tertiaire, donc ce qui n'est non primaire, non secondaire, comme nous l'a illustré Adeline tout à l'heure. Et une fois qu'on a trouvé quels sont les établissements assujettis, on va regarder à l'intérieur de ces établissements comment les découper pour pouvoir reconsidérer chacun des usages pratico-pratiques sur le site qui vont être assujettis. Donc le décret nous propose un listing de catégories d'usage que j'ai marqué sur la slide que vous avez devant les yeux, et nous avons, par réflexion, coché les usages qui sont, à notre sens, pour vous, le plus commun. Les usages de bureau, les usages d'enseignement. Vous allez retrouver des usages de sport, puisque les gymnases vont être traités à part entière des établissements scolaires, ou des usages de restauration, qui vont être séparés des salles de classe, même s'ils sont dans un même bâtiment. L'usage en lui-même est différent. Ce qu'on peut rajouter comme point complémentaire, des questions que vous allez certainement vous poser, c'est les internats, par exemple. Ça ressemble à de l'habitation, est-ce assujetti? Oui, les internats sont bel et bien assujettis au décret tertiaire et seront même considérés comme une sous-catégorie d'usage particulier. On y reviendra juste après. Les serres agricoles, elles, ne sont par contre pas assujetties. Elles relèvent du secteur primaire, du secteur agricole, et du coup vont être non assujetties au décret tertiaire. Les lieux de culte, on en a parlé dans les exceptions aux usages du décret tertiaire, donc les lieux de culte ne sont pas assujettis au décret tertiaire. Et on peut prendre un dernier exemple qui est celui d'un hangar qui serait utilisé mais non chauffé. Il est bien assujetti au décret tertiaire au regard de ses consommations d'éclairage ou de ses consommations d'activités techniques qui pourraient engendrer des consommations énergétiques. Si on prend un exemple d'un ensemble scolaire où on va avoir plusieurs typologies de bâtiments et plusieurs usages, simplement pour l'illustrer par l'image, on va avoir la chapelle qui retrouve sa croix rouge puisqu'elle est non assujettie. On va avoir sur la droite, par exemple, l'établissement collège, qui lui est bel et bien assujetti. Mais donc sous la catégorie d'usage enseignement. On va avoir sur à peu près le milieu de l'écran les gymnases, qui eux seront assujettis sous la catégorie sport, la catégorie d'usage sport. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories, on va pouvoir redécouper en sous-catégories d'usage. Donc, pour chaque site assujetti, pour reprendre, on va devoir renseigner sur la plateforme Opérate des renseignements administratifs et bâtimentaires, des catégories et sous-catégories d'usage. Donc, on vient de voir les catégories et on va voir juste après les sous-catégories d'usage. Et à chacune de ces sous-catégories d'usage, y associer une surface et des indicateurs que la réglementation appelle indicateurs d'intensité d'usage. Globalement, pour les renseignements administratifs, il n'y a rien de sorcier, c'est des choses que vous connaissez, dont vous disposez certainement facilement par des applications comme EasyBati, de ce qu'on m'a soufflé pour des applications que vous utilisez au niveau de l'ensemble des OGEC. Ces renseignements administratifs, ils sont liés à la structure assujettie et vont permettre de définir la structure assujettie. Les renseignements qui sont dits bâtimentaires, ils vont situer la problématique des bâtiments en eux-mêmes, leur situation géographique, savoir s'ils sont dans le cas 1, 2 ou 3 qu'on a vu précédemment, si c'est un bâtiment seul, un bâtiment avec multi-occupation, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments. On va le resignaler au niveau de la plateforme Opérate. On va renseigner le code INSEE pour pouvoir identifier le bâtiment et qu'il n'y ait pas de doublon. Et on va aller plus techniquement parlant, rechercher les référencements des points de livraison qui seront déjà saisis dans Opérate pour identifier chacune des consommations et chacune des énergies qui vont être associées à un assujetti. Pour la partie catégorie et sous-catégorie d'usage. Donc, on a parlé des catégories. Si je descends d'un cran supplémentaire, et dans la partie catégorie d'usage enseignement, je divise cette catégorie en sous-usages qui vont s'appeler des sous-catégories d'usage et qui vont définir l'activité à l'intérieur des locaux. À chacune de ces sous-activités d'usage, on va associer une surface et des indicateurs d'intensité d'usage. Petite note qui nous est précisée dans l'arrêté du 10 avril, qui nous dit que quand on va être dans une catégorie d'usage enseignement et une sous-catégorie d'usage école maternelle, par exemple,
les bureaux qui seraient associés à cette école maternelle ne rentrent pas en catégorie d'usage bureau, mais restent bien intégrés dans la sous-catégorie d'usage maternelle. Par contre, si on reprend l'exemple de tout à l'heure où on avait un bâtiment qui serait dédié au service administratif, donc là, on va être de la sous-catégorie d'usage bureau, et bien en fait, on va remonter à la catégorie d'usage bureau. Et on ne sera pas pris en compte dans l'enseignement et l'école maternelle, mais bien dans la partie bureau. Donc tout ce travail est un petit peu complexe à mettre en œuvre, mais il va nous permettre, on va le voir par la suite, d'alléger notre objectif en valeur seuil. Alors, Voilà, c'est l'intérêt d'être très précis dans les catégories d'usage et de sous-catégories d'usage pour étalonner un peu après les objectifs. Voilà, donc je vais l'illustrer par un exemple. Vous avez sous les yeux un exemple d'une école maternelle qui serait redivisée. Donc là, on a une catégorie d'usage enseignement et des sous-catégories d'usage qui sont les dortoirs, des salles multi-activités, les salles de classe et un morceau restauration qui, lui, du coup, va se rattacher non pas à la sous-catégorie maternelle, mais à la catégorie d'usage restauration. Donc, si on prend toute cette partie-là et qu'on regarde, Adeline nous a expliqué tout à l'heure qu'on a une valeur de référence qui est notre point zéro du bâtiment, qui va nous fixer notre situation initiale. On a une possibilité d'avoir un objectif en valeur relative qui va être calculé arithmétiquement avec un moins 40% de consommation énergétique, ou une valeur absolue qui sera remontée avec des indicateurs d'intensité d'usage qui sont définis par les textes. Si on définit précisément ces indicateurs d'intensité d'usage par rapport à la vie réelle du site, on se retrouve sur la deuxième ligne qui vient d'apparaître, sur des valeurs détaillées. Si on ne prend pas ces valeurs-là, la plateforme Opérate va nous fixer les valeurs étalons qui sont définies par arrêté. On regarde à l'échelle de la sous-catégorie d'usage de la salle multi-activité. Si on regarde avec les valeurs étalons, notre objectif seuil, il atteint 102 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. L'important n'est pas la valeur, l'important est de voir la différence avec le calcul détaillé, où là, si on prend bien la totalité du détail des calculs, on a un objectif seuil à 127 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. On se rend donc compte que si on prend une référence initiale à 150 kWh d'énergie finale par mètre carré par an, à l'initiale, on est à 150. Si on prend nos valeurs étalons, on a un objectif à 102. Si on prend des valeurs détaillées, on a un objectif à 127. On voit bien que le détail de toutes ces informations nous permet d'avoir un objectif moins pénalisant et donc qui resterait plus facile à atteindre. Si on démultiplie cet exemple lié à la sous-catégorie d'usage à l'ensemble des sous-catégories d'usage sur le site, on se rend compte qu'au prorata des surfaces, et c'est comme ça que sera calculée la valeur absolue de l'objectif valeur absolue, eh bien on se rend compte que on reprend notre exemple, ma valeur initiale, ma valeur de référence, elle était à 150. Ma valeur avec les valeurs étalons, elle est à 102. Celle avec les valeurs détaillées, elle est à 117. Donc rien qu'en ayant fait cet exercice de recherche d'informations précises, eh bien, on a gagné quelques points sur l'objectif à atteindre et on va s'éviter des efforts conséquents qui seront à réaliser par des efforts techniques et des solutions d'amélioration à mettre en place. Hop, alors, je reviens juste pour vous donner un exemple sur les indicateurs d'intensité d'usage. Qu'est-ce qu'on entend derrière cette définition-là? Si on prend l'exemple de l'enseignement, les indicateurs d'intensité d'usage, ça va être des renseignements liés aux durées d'ouverture d'établissement. Donc, on va regarder quels sont les nombres d'heures d'ouverture en période de chauffe et hors période de chauffe. Et les arrêtés nous fournissent, et Opérate le fournira, Opérate fera les calculs pour déterminer à partir de ces informations-là les objectifs en valeur absolue et qui seront du coup plus précises si vous fournissez des informations plus précises et moins précises si on part sur des valeurs étalons. Un autre exemple pour les bureaux, on va parler d'indicateurs d'intensité d'usage en fonction du taux d'occupation, des surfaces par poste de travail ou des amplitudes horaires. Alors, je rebascule
Un dernier mot sur les consommations énergétiques. Donc, on a parlé de comment récupérer, donc comment on définit nos bâtiments assujettis, qu'est-ce qu'on récupère comme valeur administrative bâtimentaire à saisir dans la plateforme, comment on va, quel détail d'informations on va saisir pour avoir les bons objectifs. Et le dernier point, c'est les consommations énergétiques. Les consommations énergétiques, on le rappelle, on parle de toute énergie confondue dans le bâtiment. On n'exclut rien. On parle de consommation par point de livraison, sera à renseigner dans Opérate une valeur par an et dans l'unité de facturation. La source de ces informations sont bien évidemment les factures. Ces informations-là seront donc à saisir sur la plateforme Opérate avant le 30 septembre 2021 et avant le 30 septembre 2022, je fais un pas en avant dans le temps, on devra déclarer la situation de référence, notre année de référence avec notre consommation de référence. Pour rappel, cette consommation de référence, c'est 12 mois glissants qui doivent être situés entre 2010 et 2019 et qui va être très impactante pour l'ensemble du dispositif décret tertiaire. C'est l'information cruciale à bien renseigner. Pour un exemple très simple, sur un bâtiment, vous avez fait des travaux d'amélioration d'efficacité énergétique en 2015, on va chercher malignement à récupérer une année de référence qui sera située en 2013 ou 2014 pour que ces actions d'amélioration qui ont été faites en 2015 soient déjà dans le temps, la part de l'objectif en valeur absolue. Hop. Ah, je me trompe de bouton, pardonnez-moi. Et voilà en résumé la slide résumée de ce que l'on vient de dire, qui récapitule l'ensemble de ces informations. D'accord, merci Claudie. Quelques questions. Alors, il y en a une qui était peut-être pour Adeline, mais vous pourrez sans doute y répondre. A priori, la plateforme Opérate, vous nous disiez tout à l'heure qu'on pouvait commencer à renseigner, mais quelqu'un nous dit qu'elle n'est pas opérationnelle. Alors, la plateforme Opérate est ouverte. On peut créer son compte, on peut établir des rôles, on peut donner les rôles de mandataire et des rôles de gestionnaire à l'intérieur de ce compte. Par contre, aujourd'hui, le découpage des bâtiments n'est pas encore disponible et on nous la promet pour bientôt. D'accord. Incessamment sous peu, je dirais. Ce qu'on doit faire absolument pour fin septembre, pour l'instant, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démarche si on voulait le faire. Il faut quand même patienter encore un petit peu sur le développement de cette plateforme. Tout à fait. D'accord. Si on a une chapelle intégrée dans un bâtiment et la chapelle est chauffée, non concernée par le décret, comment l'exclure de la déclaration, sachant qu'on n'a pas le point de livraison spécifique? Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit aujourd'hui, on met en place un sous-comptage et ça va nous donner un prorata de la consommation vis-à-vis de l'ensemble de l'établissement. Et ce prorata, on pourra l'appliquer à la consommation qu'on aura décidé comme référence et donc exclure ces consommations-là. Soit on va pouvoir modéliser le site pour pouvoir établir la situation de référence. Donc, la modélisation de ce site va permettre de faire une cartographie des consommations, une cartographie d'usage des consommations sur le site et va permettre de resituer les consommations cibles qui sont assujetties au décret tertiaire et d'enlever les consommations non assujetties. Pour ça, il va falloir passer par… Le sous-comptage dont vous parlez Aujourd'hui, le sous-comptage, il n'existe pas, donc on ne pourra pas retrouver le sous-comptage de 2010, évidemment. Par contre, on va faire un état des lieux actuel et le prorata de cette consommation, on pourra la réutiliser en 2010 pour définir l'année de référence, 2010 ou 2015. Voilà. Mais l'idée, c'est la réglementation nous permet cette action possible pour pouvoir remonter les consommations assujetties et non assujetties. D'accord. Alors, dans le cas numéro 3, alors attendez, là j'ai un souci. Numéro 3A, c'est où vous avez les bâtiments. Les bâtiments indépendants énergétiquement, mais sur une même parcelle, sont-ils aussi assujettis? Écumulables. Oui. Écumulables. Ok. Et j'en avais une au-dessus. Peut-on détailler les surfaces? Les greniers, par exemple, sont-ils concernés? Alors, les greniers sont concernés. S'ils ont d'éclairage, oui. D'accord. Pour aller même plus loin dans ce type d'exemple, ça va être un parking. Un parking, il ne va pas être comptabilisé. La surface d'un parking ouvert ne va pas être comptabilisée
pour comparer au seuil de 1000 m² d'assujettissement. Par contre, l'éclairage qui est sur ce parking, il fait bien partie des consommations à diminuer et des réductions de consommation impactantes pour 2030. Le grenier, même principe. D'accord, d'accord. Merci Claudie. Nous allons passer à la troisième intervention. Nous accueillons Michael, bonjour, Michael Thérom, directeur métier génie énergétique chez Axéo. Donc, à présent, nous avons eu donc tous les éléments importants avec Claudie et Adeline. Nous retenons donc les obligations réglementaires à court terme concernant l'ouverture des comptes sur la plateforme Opérat dès à présent, la saisie des données bientôt donc et ceci avant le 30 septembre, puis la déclaration de l'année de référence en septembre 22. Alors, voyons maintenant comment répondre à l'obligation générale du décret tertiaire concernant la réduction des consommations énergétiques. Quelles possibilités s'offrent à nous en termes de modulation des objectifs? En quelque sorte, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vous laisse la parole maintenant, Michael. Merci. Alors, avant de répondre effectivement à la question comment faire les économies, il faut savoir que le ministère a fait une étude d'impact en amont de la loi Elan de 2018 pour savoir combien ça va coûter finalement au maître d'ouvrage assujetti, parce que l'État est le premier assujetti de France avec l'ensemble des bâtiments qu'il possède. En gros, cette étude d'impact, aujourd'hui, qui n'est pas encore publiée, disponible pour tout le monde, a estimé un coût de travaux de 210 € par mètre carré pour permettre de réussir les objectifs de cette réglementation. Au-delà de ces investissements de 210 € par mètre carré, il faudra prévoir une étude ou un dossier technique éventuel qui va représenter 1 à 2% du coût global de rénovation, soit entre 1 € et 5 € par mètre carré en fonction de la taille de l'établissement. Plus l'établissement sera grand en termes de surface, plus le coût ratio mètre carré va baisser, et une maîtrise d'œuvre pour justement la mise en œuvre de ces travaux qui va coûter entre 8 et 10%, c'est-à-dire entre 15 et 18 € par mètre carré. Donc on est sur un budget global autour de 230 € par mètre carré. Néanmoins, le ministère a bien conscience que dans la rénovation énergétique des bâtiments, la loi de Pareto s'applique, c'est-à-dire la loi des 80-20. Et par rapport à une consommation de référence que j'ai représentée ici en vert, reprenons l'exemple de 2015, l'objectif c'est qu'en 2030, la consommation de cet établissement puisse être ramenée de moins 40%, c'est-à-dire d'effacer finalement la zone grise que je vous présente ici. Et du coup, la loi de Pareto va dire que sur cette réduction de consommation dans les 10 prochaines années, les 32 premiers pourcents vont être réalisés avec uniquement 20% des investissements. Donc si on reprend les 200 € par mètre carré qui étaient prévus, en gros, avec 40 € par mètre carré, on va pouvoir faire les 30 premiers pourcents de réduction. Par contre, les 8 derniers pourcents vont coûter 80% en plus, du coup à peu près 160-170 €. Et donc le ministère a prévu ce qu'on appelle des modulations des objectifs, des modulations à la baisse, pour prendre en compte, pour que cette loi soit applicable finalement à la fois d'un point de vue technique sur le terrain, mais aussi d'un point de vue financier au regard des investissements qui vont être nécessaires. Du coup, les modulations des objectifs, ça revient à pouvoir baisser, réduire les objectifs à la fois seuils en valeur absolue qui vous ont été présentés tout à l'heure, mais aussi les seuils en valeur relative, donc les moins 40, moins 50, moins 60, en fonction de 3 leviers de modulation. Le premier levier, ce sont les indicateurs d'intensité d'usage. Donc, je ne vais pas revenir dessus, ça vous a été présenté. C'est effectivement prendre en compte qu'un établissement va évoluer dans le temps, tant en nombre d'élèves que de surface, que de temps d'ouverture de l'établissement. Et donc, pour ne pas que vous soyez pénalisé demain par rapport à la réussite de ces objectifs. Le deuxième levier, ce sont les contraintes techniques architecturales. Alors, je vais vous donner des exemples concrets qui nous est arrivé. Par exemple, on a un établissement qui a été construit assis sur une surface foncière en limite de propriété. Et pour réussir les objectifs, par exemple, de moins 40%, il est nécessaire de faire une isolation thermique par l'extérieur donc des murs. Et il est absolument impossible, sur la façade qui est en limite de propriété, de mettre 15 ou 20 cm d'isolant, parce qu'on va finalement manger chez le voisin, et ce n'est pas possible. Du coup, la loi dit que dans ce cas-là,
on va pouvoir calculer le gain énergétique qui aurait été réalisé par cette isolation de cette façade qui est en limite de propriété et aller soustraire cette économie d'énergie aux objectifs de gain. Autre exemple qui nous est arrivé également, établissement qui était proche d'un site classé dans un périmètre, les 500 mètres, et du coup, on avait voulu mettre des panneaux solaires pour pouvoir alimenter, faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation, donc les panneaux solaires qui produisaient l'électricité pour alimenter l'établissement. Et là, les architectes des bâtiments de France ont refusé parce que par rapport au site classé. Et là encore, on a pu du coup réduire le moins 40% qui est devenu du moins 37% ou moins 36% parce que la production solaire a pu être déduite. Et enfin, le troisième levier, ce sont les coûts de travaux disproportionnés. Je vais revenir sur ce troisième levier juste après pour vous l'expliquer. Pour pouvoir utiliser ces modulations permises par cette réglementation, il faut déposer un dossier technique sur la plateforme Opéra. Alors, il faut bien comprendre que le dossier technique n'est pas obligatoire. Vous ne devez pas faire une étude en amont. Vous pouvez tout à fait mettre en œuvre les travaux d'amélioration et constater les gains directement sur la plateforme Opéra et sur vos factures. Néanmoins, si vous souhaitez mobiliser les modulations pour baisser vos objectifs, là, le dossier technique devient obligatoire. Donc, quand je reviens donc sur le dernier levier de modulation, qui s'appelle la disproportion manifeste du coût des travaux, c'est quoi? Le ministère se dit, OK, il faut baisser les consommations des bâtiments tertiaires en France. Néanmoins, dans certains cas, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup parce que, par rapport aux investissements nécessaires, les réductions de consommation seront trop faibles. Et comment matérialiser justement cette disproportion manifeste du coût des travaux? Ce sont les temps de retour sur investissement. Donc, les textes ont prévu 3 temps de retour sur investissement différents. Un TRI de 30 ans maximum pour toutes les actions d'amélioration sur le bâti. Donc, par exemple, une isolation de toiture, si on montre dans le dossier technique que le temps de retour est de 35 ans, là encore, on pourrait soustraire l'économie qui aurait pu être réalisée par cette isolation de toiture aux objectifs de gain. 15 ans sur tous les systèmes climatiques. Donc là, ça va être travailler sur la ventilation, double flux, ou remplacer une chaudière gaz par un système à condensation, etc. Et le dernier temps de retour, c'est 6 ans pour tout ce qui est exploitation, mise en place par exemple d'une gestion technique du bâtiment, donc pour piloter justement les températures de consigne, les taux de ventilation dans les classes, etc. Donc, à partir du moment où vous souhaitez faire un dossier technique à l'échelle de votre établissement, dans ce cas-là, la loi cadre ce que doit être réalisé, inclus dans le dossier technique. D'abord, il doit y avoir une étude énergétique qui doit être réalisée, qui va définir la situation de référence, c'est-à-dire de choisir la meilleure année de référence pour baisser finalement vos objectifs, de regarder toutes les actions d'amélioration qui peuvent être mises en place sur votre établissement, et la répartition des responsabilités, ce qui vous a été présenté tout à l'heure, entre à la fois le propriétaire et l'exploitant de l'établissement. Ensuite, ça va être de définir tous les programmes d'action, ce qu'on appelle les plans d'action, c'est-à-dire qu'on va mixer les différentes actions qui sont possibles à mettre en place dans le bâtiment, sur l'établissement, pour atteindre les objectifs seuils et les objectifs relatifs, c'est-à-dire moins 40, moins 50, moins 60. Enfin, une note technique de modulation pour justifier les contraintes techniques architecturales. Et enfin, des notes de calcul pour les temps de retour sur investissement, pour justifier la disproportion éventuelle manifeste des coûts de certaines actions. L'impact de la modulation des objectifs, en raison de la loi de Pareto qui s'applique, est de l'ordre de chaque fois qu'on baisse de 1% votre objectif de gain grâce à la modulation, ça va permettre de réduire les investissements de l'ordre de 15 à 25 € par mètre carré. Et donc, cet investissement économisé est à mettre en regard au coût, par rapport au coût du dossier technique, je vous rappelle, entre 1 € et 5 € du mètre carré. C'est pour ça que les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, la majorité d'entre eux souhaitent mettre en œuvre un dossier technique de modulation parce que ça aura un impact fort sur la réduction des investissements demain. Je précise juste que d'expérience, les modulations sont comprises entre 3 et maximum 11%. Voilà. C'est vraiment la fourchette qu'il est possible en mobilisant les 3 types de modulation. Alors maintenant, je vais faire un petit focus sur le choix de la ligne de référence. Donc là, vous voyez sur la gauche un graphique qui correspond aux factures énergétiques réelles d'un établissement entre 2010 et 2019. Et on voit une variation naturelle de la consommation du fait que le climat a changé d'une année sur l'autre, il y a eu peut-être plus d'élèves, etc. Et donc le maître d'ouvrage
avait choisi effectivement l'année 2013 parce que c'était l'année où la consommation était la plus importante. Effectivement, c'était un bon choix de partir sur la consommation maximum. Néanmoins, les textes et la plateforme Opéra va pondérer climat, c'est-à-dire pour que les années puissent être comparables, les consommations doivent être remises à climat constant, comme si la température extérieure chaque année a été identique. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a pondéré climat, les consommations réelles de l'établissement, on se rend compte que l'année 2013 n'était pas la bonne année à choisir, mais c'était plutôt l'année 2015. Quand on compare les deux types avant et après pondération climat, il y a 3% d'écart. Alors on peut se dire, est-ce que ces 3%, ça vaut le coup? Parce que c'est relativement faible comme écart. Mais en fait, ces 3%, vont s'ajouter aux objectifs de gain, moins 40, moins 50, moins 60. Donc ça fait moins 43, moins 53, moins 63. Et en fait, ces 3%, comme les derniers pourcents sont difficiles à aller chercher, ça va tripler le coût des travaux. Donc de choisir la bonne année de référence va minimiser fortement les coûts de rénovation demain de l'établissement. Ensuite, au niveau du dossier technique, il faut bien comprendre que la loi prévoit que le dossier technique doit être fait à l'échelle du bâtiment. Même si le bâtiment est multi-occupant, par exemple, vous avez un établissement en rez-de-chaussée ou dans certains étages, dans lequel il y a d'autres locataires, par exemple, dans le bâtiment. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire votre dossier technique uniquement sur les surfaces que vous utilisez dans le bâtiment. C'est le propriétaire qui doit porter le dossier technique à l'échelle du bâtiment, sur lequel une partie sera refacturée à chacun des établissements au sein de ce bâtiment qui est concerné par cette réglementation. Et le dossier technique, par contre, et c'est très important, les résultats doivent aller à l'échelle de chaque établissement au sein de ce bâtiment. Parce que vous allez devoir déclarer votre petite partie de dossier technique sur la plateforme Opéra pour justifier justement les modulations à la baisse des objectifs. Ensuite, pour établir le dossier technique, différentes méthodes de calcul existent en France. La première, vous la connaissez, c'est le DPE. La deuxième, ce sont les études thermiques qu'on appelle réglementaires, la RT 2005. Troisième, l'étude statique. Et la dernière, la simulation dynamique. Vous voyez sur la droite orange, c'est la réalité après travaux par rapport à ce qui avait été calculé par la méthode de calcul. Et ensuite, le gris ou le vert, ça correspond à l'imprécision des méthodes de calcul. On le sait, le DPE n'a aucune précision. Il y a une imprécision de plus ou moins 80%. Et la méthode de calcul thermique, qui s'appelle THVX, a une imprécision de plus ou moins 40%. Donc le ministère a exclu ces deux méthodes de calcul pour pouvoir établir les dossiers techniques, parce qu'effectivement, ça serait prendre un risque important que d'établir une stratégie de rénovation d'un établissement pour atteindre une réduction effective des consommations sur les factures. Deux méthodes de calcul sont valables, soit le statique, avec une imprécision intrinsèque de plus ou moins 25%, et la simulation thermique dynamique à plus ou moins 5%. Chez Axéo, par exemple, nous avons fait le choix, en sachant, même si nous savons faire ces deux types de méthodes de calcul, que du dynamique, parce que c'est prendre un risque que d'engager les personnes que nous accompagnons dans le cadre de cette réglementation sur une méthode de calcul qui est plus ou moins 25%, parce que les établissements peuvent faire les investissements, vont faire les investissements, et peuvent rater l'objectif parce que la stratégie n'a pas été tout à fait optimale en raison de l'imprécision de la méthode de calcul. Donc c'est vrai que je vous engage plutôt à établir des dossiers techniques en simulation thermique dynamique. Alors pour vous expliquer la différence, la simulation statique considère le bâtiment comme une boîte qui est dans un environnement climatique, alors que la simulation thermique dynamique considère le bâtiment comme un ensemble de volumes dans lequel il y a des transferts de chaleur entre les différents établissements qu'il peut y avoir, par exemple, ou entre les salles de classe, salles des profs, la partie restauration, etc., quand c'est dans le même bâtiment, tous les échanges thermiques. Donc en gros, la simulation thermique dynamique correspond à réaliser informatiquement le jumeau numérique du bâtiment et à le faire vivre virtuellement heure par heure sur toute l'année. Je vais vous montrer ça sur une petite vidéo. Vous voyez un établissement, c'est du côté de Montpellier, sur lequel les heures, on a fait ça uniquement sur une journée. Donc les bâtiments du centre ont été modélisés, y compris les bâtiments qui n'étaient pas du scolaire, mais qui projetaient leurs ombrages sur l'établissement au centre. Et ici, donc sur le 21 mars, la modélisation a permis de calculer l'ensemble des pertes énergétiques sur cet établissement sur toute l'année. Donc on se rend compte, sur les 40 000 € qu'ils payent tous les ans, eh bien, il y a 5 000 € qui est perdu tous les ans par la toiture, 7 000 € par les murs,
les pertes de génération de chaleur, 9 000 €, etc. Ça permet de savoir où sont les puits énergétiques de l'établissement et du coup de savoir où est-ce qu'il faut axer les actions d'amélioration pour maximiser les gains énergétiques demain. En termes d'optimisation de sa stratégie patrimoniale, ça va être du coup de pouvoir établir des plans d'action, des programmes d'action. Donc, vous voyez les colonnes ici. Donc, un plan d'action Quick Wins. Quick Wins, ce sont les gains rapides, ce sont sur la partie exploitation. Les objectifs 2030, 2040, 2050, donc moins 40, moins 50, moins 60%, avec les actions qui sont cochées avec les petites croix. Et enfin, l'objectif CEAPS qui est à la fin. Et vous voyez, en fin de tableau, les investissements nécessaires, les gains énergétiques en pourcentage, les gains énergétiques en valeur absolue et les temps de retour sur investissement qui s'établissent sur cet établissement-là entre 4 ans et 8 ans de temps de retour. Comment on situe ces plans d'action? Donc, vous voyez en rouge la consommation de référence de l'établissement et ensuite les objectifs, les réductions des consommations, les nouvelles consommations après travaux de chacun des scénarios d'action. Donc, vous voyez par exemple en vert foncé, le scénario moins 40% est passé sous les objectifs qui sont représentés par les pointillés. Donc, un objectif moins 40, moins 50, moins 60. Et vous voyez que l'objectif en valeur absolue qui s'appelle CABS est au-dessus de l'objectif moins 60%. Donc, si l'établissement fait le scénario moins 50, qui est en vert clair, sa consommation est passée sous son seuil CABS, il a fini, c'est-à-dire qu'il a atteint ses objectifs, il n'a plus besoin d'aller chercher les moins 60% parce qu'il a passé son seuil en valeur absolue. C'est pour ça qu'il vous a été présenté tout à l'heure que vous avez le choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez un des objectifs, soit en relatif, soit en absolu, l'établissement sort de l'obligation et a réussi ses objectifs. Et dernière slide sur les compétences minimum des prestataires qui vont pouvoir établir ce dossier technique réglementaire. Soit c'est un prestataire externe qui doit avoir un certain nombre de qualités, de qualifications, notamment la qualification qui s'appelle 1905 RGE chez OPQBI, et pouvoir justifier un certain nombre d'outils. On ne peut pas aller faire un dossier technique dans un établissement avec un calepin et un crayon. Il faut aller avec un certain nombre d'outils de mesure pour la température, les analyseurs de combustion, etc. et avoir un logiciel de simulation thermodynamique, c'est la loi. Sinon, un personnel interne, si vous avez un ingénieur thermicien qui a par exemple un bac plus 5 plus 3 ans d'expérience ou un bac plus 3 plus 5 ans d'expérience ou plus de 7 ans d'expérience dans la maîtrise de l'énergie, vous pouvez établir également tout seul votre dossier technique. Là, les mêmes conditions pour l'auditeur en termes d'expérience et de niveau d'études s'appliquent bien sûr aux prestataires externes. Ce que nous conseillons, au-delà des éléments réglementaires, c'est effectivement que le prestataire qui intervient ait une expérience en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'il puisse suivre les travaux qu'il a lui-même préconisés lorsqu'ils vont être mis en œuvre par les entreprises, l'indépendance aussi vis-à-vis des fournisseurs d'énergie ou des entreprises de travaux, et enfin des compétences internes telles que la partie CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, et avoir un architecte en interne. C'est vrai que ça peut être intéressant, notamment quand il y a des travaux sur le bâti. Voilà, j'ai terminé. Merci, Mickaël. Il y a une question un petit peu plus générale et on ne va pas forcément pouvoir y répondre là maintenant parce que quelqu'un nous demande qui va financer tout cela quand on a des budgets déjà très serrés. Alors, il y a quand même des subventions possibles dans le cadre des travaux. Alors, on ne va peut-être pas forcément tout détailler, à moins que vous ayez quelques infos là-dessus. Oui. Effectivement, qui est un dispositif où, à partir du moment où vous faites des actes d'amélioration sur votre établissement, vous bénéficiez automatiquement de ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie que vous allez pouvoir revendre à tous les obligés. Les obligés sont les fournisseurs d'énergie, Total, EDF, Engie, etc. Et donc, ces certificats d'économie d'énergie représentent beaucoup aujourd'hui en termes de subventions pour chaque type de travaux d'amélioration. Et après, il y a effectivement des aides qui sont plus régionales, qui peuvent s'appliquer, que vous allez pouvoir mobiliser, notamment peut-être dans le cadre du plan actuel France Relance, effectivement, sur lequel des subventions peuvent être mobilisées dans le cadre de ces travaux d'amélioration. D'accord, on va être vigilant à toutes ces subventions possibles. À nous aussi, au cours de l'année, de vous apporter des informations, toute l'actualité, et bien sûr, on continuera l'accompagnement. Il fallait de toute façon commencer cette journée aussi avec ces interventions pour
bien comprendre la réglementation. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe, un peu technique, mais effectivement, il faut passer par là. À présent, nous allons vous présenter 2 témoignages de structures qui ont commencé à réfléchir à l'application de la loi. Alors, j'accueille Samir Benassia, responsable immobilier Sud-Est à la Fondation Apprentis d'Auteuil et membre également de notre groupe technique locoscolaire. Et ensuite, nous allons accueillir Pierre-Maël Gora, bonjour, responsable efficacité énergétique tertiaire CEGIBAT. Et à l'issue de ces 2 témoignages, nous accueillerons Nathalie Lederman, responsable du programme CUBES à l'IFPEB et qui vous présentera ce concours. Alors, on va commencer, Samir, avec toi. Tu es donc responsable immobilier Sud-Est à la Fondation Apprentis d'Auteuil. Et je sais qu'à la Fondation, en fait, vous avez commencé donc à réfléchir à cette démarche et vous avez commencé à rentrer dans cette démarche. Vous avez fait le choix de vous entourer d'un prestataire qu'on va qualifier de multi-compétences. Voilà, je voulais entendre ton témoignage. Bonjour à tous. Donc en effet, on a commencé à réfléchir à la question courant 2020, puisque le sujet n'était pas nouveau pour nous, puisque considéré comme une grosse institution, on avait donc plusieurs obligations réglementaires depuis un certain nombre d'années. Donc on parlait du diagnostic de performance énergétique, on parlait du bilan des émissions de gaz à effet de serre, et on avait également les audits énergétiques. Donc avant 2020, c'était déjà obligatoire pour notre institution, et principalement par la taille de notre institution et par la surface de nos établissements en santé publique. Donc, toutes ces obligations réglementaires existaient, mais n'avaient pas forcément d'obligation de résultat. Donc, ce qui est venu changer un peu la donne, c'est le décret tertiaire, qui est donc apparu, et qui fixe des objectifs pour atteindre ces économies d'énergie évoquées précédemment donc, par Mickaël ou Claudie. Donc, à partir de l'année 2020, et en fin 2020, on s'est donc organisé en mode projet avec différents métiers pour organiser une consultation pour retenir un prestataire. On a bien compris qu'en interne, on n'avait pas cette capacité, en tout cas, à traiter le dossier, puisque vous l'aurez bien compris, c'est un dossier très complexe, avec des enjeux financiers très importants. On a vu qu'on était autour de 210 € TTC par mètre carré par an, et que notre parc immobilier étant assez important, les enjeux, on les a tout de suite identifiés comme étant en fait qu'on avait intégré qu'on devait avoir de la modulation pour notre parc immobilier. Donc le décret tertiaire, c'est un peu l'aboutissement. Aujourd'hui, on avait des obligations, là elles sont formalisées, elles sont objectivées, et donc on s'est, sur le dernier trimestre en 2020, donc on s'est réunis, on a échangé pour pouvoir retenir un prestataire multicompétent, donc avec un savoir-faire en ingénierie, donc en conception, en accompagnement maîtrise d'ouvrage, donc en AMO, et avec un dernier prestataire qui va nous permettre en fait de nous détacher en fait de la saisie dans Opéra, parce que c'est vrai que c'est un gros travail qui est à faire, de collecte d'informations, et donc on a fait le choix de dessaisir, en tout cas de décharger les établissements, même s'ils ont une partie du travail à faire en amont pour pouvoir renseigner Opéra, mais ça nous permettra à moyen et à long terme d'avoir un suivi qui ne pèse pas en tout cas sur nos activités. Voilà. Alors on est aussi engagé depuis un certain nombre d'années dans cet objectif, que ce soit sur notre plan stratégique, mais aussi par la signature du manifeste de la Coalition française des fondations pour le climat. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais on sent bien que là il y a un basculement en tout cas pour rentrer dans du résultat et dans des objectifs qui soient atteints dans les prochaines années. Donc ce cabinet va nous permettre justement de pouvoir suivre
cette évolution et cette diminution de consommation d'énergie. On a fait le choix, en tout cas, de retenir un cabinet multi-compétences, mais pas exclusif, puisque le cabinet peut nous suivre dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans l'ingénierie, dans la conception des études, mais aussi dans la recherche des financements. On a intégré aussi cette dimension-là, et dans la saisie, en fait, dans la plateforme Opéra, donc via une plateforme numérique qui nous servira aussi de logiciel de gestion du parking immobilier. Donc, il va vous accompagner vraiment dans les années à venir. Tout à fait. Pas que tout sur à fait. une première période, donc tous les ans même, c'est lui qui va s'occuper aussi de saisir sur Opéra les informations. C'est ça. C'est un partenariat. C'est un partenariat de longue durée. De longue durée, oui. Un peu à l'image de l'ADAP, puisqu'on retrouve un peu ce même esprit de mutualisation. On avait fait le choix d'avoir un ADAP de patrimoine. La Fondation d'Auteuil, bien sûr, est une entité, une personne morale unique, donc ça facilite en effet cette approche de mutualisation des moyens. Mais dans notre fonctionnement, on a bien une organisation qui est régionalisée, avec donc une autonomie de gestion par région, mais qui permet justement de faire le choix de cette mutualisation qui a un intérêt pour l'ensemble des établissements. On a donc des établissements qui sont très bien financés par des partenaires publics, et on a d'autres établissements, notamment l'enseignement, qui est moins bien financé. Donc le fait d'avoir cette mutualisation de résultats nous permet de jouer, on va dire, en équipe pour atteindre ces résultats qui ont une dimension quand même plus importante alors, au-delà de l'entreprise, mais pour nos jeunes qu'on suit, mais aussi nos salariés et puis nos dirigeants qui nous poussent sur ces actions. Donc, l'idée, c'est de se saisir cette opportunité. En tout cas, on considère comme une opportunité, justement, pour basculer dans cette transition écologique qui est un nouveau challenge, en tout cas pour nous et dans les années à venir, et qui est source, en tout cas, d'un gros travail. Donc, voilà, le choix de la mutualisation nous a paru logique, et on est préparé, en tout cas, pour pouvoir aborder ce challenge. Merci. Merci Samir pour ce témoignage. Effectivement, nous aurons le choix au fur et à mesure, voilà, de prendre les décisions de nous faire accompagner par un cabinet extérieur. Donc maintenant, nous allons écouter le témoignage de Pierre Maël, donc responsable efficacité énergétique tertiaire CEGIBAT. Vous allez nous présenter une étude que vous avez élaborée donc pour le compte d'un groupe scolaire. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, en tant que GRDF, on s'est évidemment posé la question, est-il possible de faire une rénovation en gaz en ayant un bâtiment en gaz, d'une part, et d'autre part, nous avons également été sollicités par des assujettis, des maîtres d'ouvrage. Il me semble qu'il y en a presque un demi-million en France entière, toute énergie confondue, qui sont assujettis, et donc des questions se posent de plus en plus et arrivent auprès de nos collègues. Pour vous répondre à cette question-là, je vous propose de déjà un petit peu décrire le bâtiment qu'on a étudié, de le présenter, et ensuite, dans un deuxième temps, de vous montrer les résultats. Alors, ce bâtiment, c'est une école qui a déjà été rénovée, en fait, il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas. C'était une école qui était au gaz et qui a eu une rénovation au gaz. Donc, l'étude qu'on a faite, elle est purement théorique, dans le sens où on a sollicité un bureau d'études thermiques, le bureau d'études ADRE, pour le citer, et on lui a dit, est-ce que tu peux reprendre cette rénovation, enfin, c'est ce cas, cette école, faire une rénovation globale, mais à l'objectif 2050, tester des solutions en gaz et essayer de voir ce que ça donne, s'il faut aussi rénover d'autres points que les systèmes énergétiques, comme par exemple l'enveloppe, la ventilation, et ainsi de suite. Pour information, c'était un groupe scolaire de 2300 m² à peu près, qui avait une consommation de référence de 128 kWh par mètre carré par an,
Et vraiment, la philosophie de l'étude, c'était de se projeter directement à 2050, parce que cette école a vocation de durer au moins jusqu'à 2050, voire au-delà. Mais c'est une question que tout maître d'ouvrage devra se poser, de est-ce que mon bâtiment sera encore existant? Est-ce qu'il aura un usage? Est-ce que son usage ne va pas se transformer dans les années à venir? Quelques caractéristiques du bâtiment. Le bâtiment existant était dans le fond un bâtiment des années 1960, donc un petit peu ancien quand même. L'enveloppe était d'une façon générale peu isolée, les combles n'étaient pas isolés, il n'y avait pas de ventilation, ce qui se faisait souvent à l'époque, c'était de la ventilation dite par ouverture de fenêtres, tout simplement, dans les salles de classe. Et il y avait également d'ailleurs des infiltrations un petit peu importantes dans tout le bâtiment. La notion de confort pour les élèves peut également être abordée, parce qu'en hiver, s'il y a des petits courants d'air, la concentration des élèves, ne serait-ce enfin, sans parler même des instituteurs, peut être un petit peu perturbée. En termes de système, il y avait une chaudière gaz qui était en place, pas de ventilation, je l'ai évoqué, un ballon, enfin différents ballons, on va dire, pour l'eau chaude sanitaire, et l'éclairage était fait par tube fluorescent. Quelques photos pour illustrer cette école. Donc on voit bien, c'est un bâti des années 60, tout à fait classique, pas mal de menuiseries, de fenêtres. C'était principalement du simple vitrage, il me semble ne pas l'avoir évoqué. Donc un cas, on va dire, un peu scolaire, si je peux me permettre le jeu de mots. Un petit camembert pour montrer la répartition des consommations, et on voit, c'est normal, on est dans une école, que l'usage principal est le chauffage à plus de 80%, donc c'était du gaz. En deuxième point, c'était dans les 6% de mémoire, vient l'éclairage, et ensuite 3-4% pour l'ECS. Donc on voit que ces trois usages à eux seuls, chauffage principalement, mais ensuite ECS et éclairage, font la grosse part de ce camembert de consommation. Juste pour avoir un ordre de grandeur, le bâtiment est en zone H2B, donc c'est un petit peu la zone climatique médiane, on va dire, en France, qui sert souvent un petit peu d'exemple. Donc la consommation était de 128 kWh par mètre carré par an. Le bureau d'études a fait le petit calcul à, on va dire, transvaser ce bâtiment, on peut dire à Lille par exemple, donc dans la zone H1A qui est dans le nord, pour voir quelle serait sa consommation si ce bâtiment était dans le nord. Et il a fait le même exercice en H3, on va dire Marseille, dans le sud, pour voir un petit peu quelle serait sa consommation juste en le changeant de zone. Et on voit que dans le nord, le bâtiment avait à peu près 150 kWh par mètre carré par an, alors qu'il en a 130 en H2B et une centaine en H3. C'est important parce que quand on met en parallèle, c'est le tableau qui est en bas à droite, les seuils en valeur absolue, on voit que ces seuils changent évidemment en fonction de la zone climatique. Et on voit que dans le nord, c'est à 90, à 80 dans la zone médiane, et à 60 à peu près en H3. Ça se comprend, plus on est dans le nord, on peut en tout cas en ce moment dire qu'il fait plus froid, et donc il y a plus de chauffage à faire dans le nord que dans le sud, et donc le seuil est adapté en conséquence. Il n'y aura donc pas les mêmes travaux de rénovation ou actions de rénovation à faire en fonction de la zone climatique où se situera le bâtiment. Pour prendre quelques hypothèses, évidemment, le prix des énergies est un des points cruciaux. On a ici vraiment, donc c'était les cas, on va dire, du coût d'abonnement gaz et du kilowattheure gaz du bâtiment existant. Donc l'abonnement était à 250 € par an à peu près, et on a à peu près 50 € par mégawattheure. Et après nos rénovations, les prix qui ont été ici renégociés par le maître d'ouvrage, et donc on voit qu'il y a une petite diminution dans l'abonnement et dans le coût du mégawattheure. Et donc ce sont des paramètres qui ont été pris en compte dans l'étude, et également le gain qui a été apporté par les C2E, puisque la rénovation a eu lieu, et donc des C2E ont permis en fait de rabaisser un petit peu la facture en termes d'investissement pour le maître d'ouvrage. D'autres hypothèses, le coût de maintenance des systèmes bien évidemment, et ce qu'on appelle le P3, c'est grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, une maintenance prévisionnelle. On prévoit un petit peu un budget tous les ans pour, par exemple, dans 15 ans, remplacer la chaudière ou d'autres éléments. Pour revenir sur les coûts de maintenance, on va dire classique, le P2, dans nos différents scénarios, donc dans le scénario existant, dans le scénario où on remplace la chaudière existante par une chaudière gaz à condensation, on a un troisième scénario qui est on remplace cette chaudière existante par une pompe à chaleur au gaz et une chaudière. Un autre scénario où on remplace cette chaudière par une cogénération avec une chaudière. Et un dernier scénario qui est un peu particulier, où on s'est dit, enfin le bureau d'études s'est dit, on va essayer de faire une rénovation, mais sans toucher au bâti, juste voir si en touchant que au système, on arrive à atteindre les seuils de la loi Elan ou pas.
Et donc pour tous ces scénarios, des coûts de maintenance ont été pris en compte, et ce tableau le résume. Je ne vais peut-être pas rentrer en détail, parce que vous aurez accès aux slides après, si jamais vous voulez rentrer dans ce détail. Maintenant, on vient à proprement parler sur les scénarios de rénovation qui ont été pris en compte. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin du tableau. On voit en fait que sur presque tous les scénarios, les mêmes actions de rénovation de bâtis ont été réalisées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a isolé les combles, on a isolé toute l'enveloppe en fait de ce groupe scolaire, les planchers bas également sous vide sanitaire, et les menuiseries ont été remplacées, on a mis du double vitrage partout. Seul le dernier scénario, où là le but était de ne pas toucher à l'enveloppe, on n'a évidemment pas touché à l'enveloppe. Ensuite, pour presque tous les scénarios, on a touché évidemment à tout ce qui est le chauffage, des robinets thermostatiques ont été rajoutés, de la ventilation double flux a été mise en place, vu qu'il n'y avait pas de ventilation avant rénovation. Et seul un scénario, c'est celui de la cogénération. Des batteries ont été installées, puisque la cogénération permet de produire de l'électricité qui est autoconsommée, mais des fois il peut arriver qu'on ne peut pas consommer toute l'électricité qui est produite, donc on la stocke pour la consommer plus tard. Un autre tableau très important, ce sont les coûts et les gains unitaires par action de rénovation. Donc on voit ici un bouquet de coûts liés à la rénovation du bâti. Donc au global, c'est plus d'un demi-million d'euros qui a été calculé, même qui a été payé en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce bouquet-là, alors certes, il coûte cher, sauf qu'il permet de faire un peu plus de 50% des économies d'énergie. Il faut le mettre en parallèle avec le temps de retour sur année brut. Il me semble que c'est Mickaël, il y a un peu plus d'une demi-heure, qui en parlait tout à l'heure. Il est de 92 ans, ce qui est énorme. Mais après, ça permet aussi de respecter la réglementation, sans parler déjà du gain, on va dire, au global que ça fait pour le bâtiment et après sur la facture. En termes de système, en fonction des scénarios, on voit que ce soit le scénario chaudière-gaz, pompe à chaleur ou cogénération, chaque solution a un certain coût et permet des économies d'énergie. On voit que la solution cogénération-gaz, dans ce bâtiment, dans cette étude-là, n'a pas de temps de retour positif. Ça coûte plus cher de mettre en place la cogénération que de faire juste une simple rénovation chaudière-condensation. Tout comme la ventilation, évidemment, il n'y avait pas de ventilation avant, donc là, on met un système en place, le temps de retour ne peut que être négatif. Mais après, là, on est uniquement focus sur les prix, mais la ventilation permet déjà de faire des économies d'énergie énormes, vu qu'une ventilation double flux, en général, ça fait 80-90% de gain énergétique, ne serait-ce que par l'échangeur qui est en place dans un double flux. Mais après, en termes de confort, pour les élèves, pour les instituteurs, c'est incontournable presque. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en dehors du prix uniquement. Je passe maintenant au résultat avec un graphe un petit peu complexe, donc je vais passer un petit peu de temps pour l'expliquer. On a, donc c'est un histogramme, chaque barre de histogramme présente un des scénarios, l'état existant à gauche, le scénario rénovation en chaudière-condensation vient en deuxième, ensuite pompe à chaleur en troisième, cogénération, et tout à droite le scénario où on ne touche pas beaucoup ou à peine au bâti. On a ensuite deux couleurs par rectangle. Le premier en orange représente les consommations en gaz du bâtiment et en bleu les consommations en électricité. Pour le scénario cogénération, il y a un tout petit trait jaune, ça représente l'électricité qui est produite et autoconsommée dans le bâtiment. On a ensuite plusieurs barres horizontales qui correspondent aux différents seuils que l'on peut, qui doivent être atteints. On a tout en haut en rouge le seuil en valeur absolue de 2030, qui est équivalent à 79,6 dans cet exemple-là, kWh par mètre carré par an. Juste à côté, il se touche presque le seuil en 2030, cette fois-ci en valeur relative, donc correspondant à 40% d'économie d'énergie. On voit ici que les deux seuils de 2030 en absolu ou en relatif sont très proches. C'est probablement un cas particulier à ce bâtiment-là. On a ensuite en jaune le seuil en relatif à 2040 et en vert le seuil relatif en 2050. Alors, ce que l'on observe, c'est que les trois scénarios du milieu permettent d'atteindre le seuil de 2050 et donc de respecter les objectifs de la loi Elan. Le dernier scénario, où on ne touche pas au bâti, on voit qu'il ne respecte même pas un des seuils de 2030. Donc la conclusion de ce graphe, c'est qu'il est tout à fait possible de faire une rénovation de cette école en gaz, avec des solutions gaz derrière, peu importe qu'on soit en chaudière, pompe à chaleur ou cogénération, mais par contre, il faudra toucher un petit peu au bâti, à l'enveloppe, à la ventilation, et on ne pourra pas se passer de ces travaux
hors système énergétique pour rénover cette école-là. Je reprends les camemberts, le camembert de tout à l'heure. À gauche, c'était les consommations d'état existants. Et on a ensuite 3 camemberts qui, en fonction de la solution, donc chaudière, condensation, pompe à chaleur ou cogénération, montrent les consommations après étude. Et on voit que, évidemment, comme ils respectent tous les seuils, ils ont tous plus de 60% d'économie d'énergie. La cogénération est en bas, on voit qu'elle est un petit peu moins, mais c'est normal puisqu'elle compense par une autoconsommation d'électricité produite. En termes de coûts, on a ici encore un histogramme qui représente les coûts par les solutions. Je ne représente plus la solution, le dernier scénario où on ne travaillait pas sur le bâti, puisque du coup, il n'était pas réglementaire. On voit à gauche les coûts annuels de la solution, de l'école avant rénovation, et on a presque une division par 2 de la facture quand on fait après une rénovation, peu importe un des trois scénarios. Les 3 scénarios sont à peu près d'un mouchoir de poche, même si la solution la plus simple techniquement à mettre en place, rénovation par une chaudière gaz à condensation, est également la moins chère. En termes d'investissement, donc on a ici les 3 scénarios qui sont représentés. Elles sont également dans un même mouchoir de poche, mais globalement, le maître d'ouvrage doit investir 1 million d'euros, à peu près, dans tous ces travaux. Sachant qu'il y aura à peu près, du coup, j'ai évoqué tout à l'heure, pas plus d'un demi-million, ici c'est 679 000 euros, qui sont dédiés uniquement à l'enveloppe pour faire cette rénovation. Ça reste un budget qui est quand même relativement élevé. Petit point que je n'ai pas évoqué, c'est le phasage des travaux. Parce que peut-être que tout ne sera pas réalisable en même temps, peut-être qu'il faut commencer par la rénovation de l'enveloppe, des systèmes, de la ventilation. Ça, c'est une décision qui devra être prise par le maître d'ouvrage, mais il faudra probablement être accompagné par évidemment le bureau d'études, peut-être par une assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est une question qui est complexe. Il y a 2 philosophies qui existent dans le domaine. La première, c'est de dire, je fais d'abord les systèmes, parce que c'est souvent peut-être le moins cher, ça permet de faire un gain direct, et ce gain sur facture, je l'utilise après pour investir dans les travaux qui viendront après. L'autre philosophie, c'est l'inverse, de dire, non, je commence par investir, même si c'est peut-être un peu plus lourd, dans l'enveloppe, pour réduire déjà les consommations, et ensuite changer le système pour l'adapter en fait à cette baisse de consommation. Les 2 se valent, c'est un débat qui est vieux comme le temps, j'ai l'impression. Donc après, ça sera à voir en fonction de chaque projet, je pense, tout à fait. On peut voir sur le long terme aussi. Exactement. Tout dépendra également de la volonté du maître d'ouvrage, s'il préfère viser 2030 d'abord, ou plutôt le long terme 2050, en fonction des moyens qu'il a à disposition aussi. En tout cas, petit texte où le bureau d'études nous a donné sa vision sur ce projet-là, et il nous a dit que lui, il dit dans l'idéal, il faut quand même commencer par l'enveloppe, et ensuite s'attaquer au système, même si évidemment ça se fera en fait à chaque fois au cas par cas, et ça sera très contextuel. Petit slide de conclusion. Petite coquille, j'ai fait une erreur dans le titre, c'est le slide de conclusion. Même si j'ai déjà évoqué, alors ce n'est qu'une étude qui donne un exemple, il faudra vraiment voir parmi la foultitude de cas qui existera, mais il est possible de faire une rénovation gaz dans le cadre de la loi Elan et de respecter les outils de la loi Elan. Il faudra probablement, peut-être pas tout le temps, mais probablement souvent, coupler cette rénovation de système par aussi une rénovation, d'autres actions, on va dire, d'économie d'énergie, que ce soit sur le bâti, la ventilation, l'éclairage ou d'autres points. Mais en tout cas, c'est possible. Il faudra aussi se poser des questions sur les temps de retour. On a vu tout à l'heure le bouquet de travaux enveloppe, il y avait un temps de retour de 92 ans, c'est très élevé. Il faudra probablement faire une demande de dossier technique pour un petit peu une modulation des seuils, comme l'évoquait Michael tout à l'heure. Mais est-ce que c'est faisable et à quelle mesure? Et comme aujourd'hui, il y a encore un flou sur la temporalité des sanctions, petite ouverture, est-ce que tous les maîtres d'ouvrage vont s'engager dans ces travaux ou préféreront, même si c'est pas très bien, se dire tant pis, je préfère payer les sanctions au regard des prix ou des temps de retour qui sont trop élevés, je ne pourrai pas respecter ces réglementations, donc comment je vais faire? La réponse est ouverte. Merci.
Merci Pierre-Maël. Nous allons à présent accueillir Nathalie Lederman. Bonjour. Vous êtes chargée de projet en gestion de patrimoine immobilier. Et là, on va être un petit peu dans l'action, voir un petit peu comment on peut agir concrètement et assez rapidement, puisque vous allez nous proposer, nous présenter le challenge CUBES, qui est un programme d'éducation aux économies d'énergie sous forme de concours, en fait. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Bonjour à tous. En effet, c'est un concours. Alors voilà, nous, on va vous proposer quelque chose pour travailler sur les occupants, donc les élèves, l'équipe pédagogique, le personnel de l'établissement, puisque les usages sont quelque chose de très important au niveau de l'énergie, puisqu'au niveau des usages, si vous voulez, on peut par exemple, bien sûr, mettre du double vitrage, mais si on laisse les fenêtres ouvertes, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut absolument, en fait, s'organiser, et je vais vous montrer comment on peut s'organiser grâce à un concours. Alors en fait, en effet, au niveau du décret tertiaire, je ne veux pas du tout en reparler, mais juste, il y a un module en fait dans ce décret qui est justement rentré dans ce décret qui s'appelle en fait, qui est le comportement, l'usage des occupants et le pilotage des installations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe pour justement que les agents d'exploitation, les agents d'entretien, les agents de maintenance puissent voir avec les élèves et avec les équipes pédagogiques comment piloter leurs installations. Exemple, par exemple, souvent dans les écoles, ou dans les lycées ou dans les collèges, la lumière du gymnase est ouverte toute la journée. Pourquoi? Souvent, il y a du chauffage dans le gymnase, il y a trop de chauffage dans le gymnase, alors qu'on court dans un gymnase, on n'a peut-être pas besoin d'autant de chauffage. Et c'est des choses toutes simples qui, elles sont réfléchies en équipe, peuvent vraiment faire baisser l'énergie. Donc, en effet, là, dans le petit graphe, c'est en fait l'usage, l'exploitation et ensuite les travaux. Et donc, nous, on va s'atteler à travailler sur les deux premiers indicateurs, en fait, l'usage et l'exploitation, un petit peu, et les travaux viendront bien sûr ensuite, parce qu'il faut bien sûr aussi peut-être en faire. Sachez juste qu'aujourd'hui, on a plus de 500 établissements qui sont en France qui sont dans le concours CUB scolaire. Il y avait un concours aussi sur le concours CUB, qui est un concours en fait sur les entreprises et les bâtiments publics, et les bâtiments tertiaires. Qui existe depuis 5 ans, celui-là, et on arrive à faire des économies qui sont en moyenne de 12 à 15% d'économies la première année, et pour certains, vont jusqu'à 30% en ne faisant pas de travaux. Donc, on a vraiment quand même de la matière à faire sur ces sujets. Donc, l'exploitation et les usages, je laisserai lire la slide. Donc, nous, aujourd'hui, le concours CUBES, dont je m'occupe, c'est collège et lycée. On aura peut-être les écoles et peut-être plus tard, puisque ce concours est financé par les certificats d'économie d'énergie, donc il ne coûte pas grand-chose aux établissements, ce qui est quelque chose de quand même concret. Donc, c'est 5 ans pour aller vers des économies d'énergie. Et la première année, c'est un concours. Donc, s'éduquer, réduire ses consommations d'énergie, s'éduquer et éduquer aux consommations d'énergie. Donc, ça va beaucoup plus loin que le seul bâtiment scolaire, puisque les élèves vont retourner à la maison avec une compétence, avec des éco-gestes qui vont pouvoir appliquer aussi à la maison. Et donc, on fait du bien pour l'énergie en dehors de l'établissement scolaire, ce qui est quelque chose d'aussi positif. Et donc, on va mobiliser autour de ça avant de faire des travaux les années qui suivent le concours. Le concours, c'est donc la première année. Et donc, la première année, comme je disais, on s'occupe d'éducation, usage, pilotage, pas de travaux la première année. Et les années suivantes, ce sont les travaux avec les sociétés de travaux. Comment on calcule les économies d'énergie? On est un des seuls programmes aujourd'hui qui fait de la sensibilisation et de l'éducation avec une vraie évaluation en fait réelle des économies d'énergie. Comment fait-on? On a une plateforme qui s'appelle CubConso, qui a été développée par des ingénieurs. Et en fait, chaque année, si vous voulez, on prend les 3 dernières années, on prend les factures d'électricité, de gaz, de fuel, etc., qu'on met dans cette plateforme, qu'on saisit dans cette plateforme. Alors bientôt, on pourra la saisir de manière automatique avec l'accord des établissements. On met ça dans la plateforme et l'année du concours, on met les économies, on met les factures d'électricité de l'année du concours. Et on voit, en fait, on calcule les économies d'énergie. Alors, on calcule en pondérant par rapport aux incidences climatiques, parce que c'est vrai qu'il peut faire beaucoup plus froid une année que l'année d'avant, donc on pondère ça, mais on a typiquement
un indicateur très concret et on sait exactement combien d'économies d'énergie on fait. C'est comme ça qu'on arrive à une moyenne de 12%, pour certains plus, mais ce sont des économies tout à fait réelles. L'accompagnement, alors comment ça se passe ce concours? C'est que vous êtes accompagné. En fait, nous travaillons avec le CEREMA, qui est l'ancienne direction de l'équipement. Le CEREMA, c'est un établissement public de 2600 personnes et nous avons une équipe d'une 40aine de personnes qui va dans toutes les régions, en fait, accompagner les établissements. Alors, les établissements sont en groupe. Il faut être au moins 5 établissements pour pouvoir participer au concours, puisqu'il y a des réunions avec ces chefs d'établissement ou gestionnaires, ou professeurs, ou aussi éco-délégués, qu'on va mettre autour de la table et qu'on va, en fait, on va les informer, on va leur donner des moyens, des ressources pédagogiques. Ils ont ce qu'on appelle la cubothèque, où il y a plein de ressources pédagogiques qui ont été faites avec l'Éducation nationale, qui permettent en fait d'intégrer dans les différentes matières des sujets autour des économies d'énergie. L'idée, c'est de faire comprendre aux élèves pourquoi il faut faire des économies d'énergie, comment fonctionne l'énergie, et de ne pas avoir une information descendante, mais de pratiquer en fait l'organisation de cette énergie avec des outils. Donc, on va en fait accompagner. On va aussi travailler en équipe, hein, puisque l'important aussi, c'est d'intégrer en fait les agents d'exploitation, agents de maintenance, qui sont souvent pas du tout intégrés dans la pédagogie d'habitude, mais là, en fait, les élèves vont aller visiter les chaudières avec eux et vont comprendre comment ça fonctionne. Et eux ont un nouveau rôle pédagogique qu'ils apprécient énormément. Parce que c'est la première fois, en fait, qu'ils travaillent directement avec des élèves, avec des professeurs, et aussi avec le chef d'établissement. Le gestionnaire, bien sûr, va bien sûr prendre part à ce projet. Et donc, on met en équipe des gens qui, d'habitude, n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble et qui est quelque chose de très positif. On va faire savoir aussi aux parents d'élèves qu'on travaille sur ces sujets et souvent les parents d'élèves vont accompagner aussi leurs élèves dans ce domaine parce que tout le monde sait que faire des économies d'énergie, c'est important pour la planète. Et donc, d'une manière tout à fait joyeuse, ludique, je dirais, et pas du tout dogmatique, on va accompagner ces économies d'énergie. Il ne s'agit pas d'avoir froid dans les classes, hein. On n'est pas du tout dogmatique sur ce sujet, mais de faire mieux, de faire le minimum pour être bien, en fait, hein, pour être bien, d'avoir vraiment le confort. Donc, on va donc travailler sur ces sujets. Et voilà quelques exemples, en fait, où on va découvrir une chaufferie, comment on va accompagner les élèves, comment on va, avec des outils dont je vais parler après, mesurer, en fait, l'énergie. Nous allons avoir pour cela, alors on va faire des événements, des semaines vertes, on va mettre l'établissement, en fait, aux couleurs des économies d'énergie, avec des outils, avec de la communication, avec des événements. Il y a des établissements qui ont fait des escape games, il y a des établissements qui ont fait des semaines de l'énergie. On travaille sur tous ces sujets, il y en a plein qui font des vidéos. Alors en ce moment, les établissements justement catholiques, ils nous envoient plein de vidéos. Ils font des vidéos, mais c'est un bonheur parce qu'on voit ces élèves qui sont engagés, on leur donne en plus un idéal. Et ça, je pense que c'est aussi important d'avoir un idéal quand on déjeune, etc., de travailler sur ces sujets. Ils prennent de leur temps libre, pas du tout sur leur... ils prennent du temps en dehors des heures de classe pour faire plein de choses autour de ces sujets. C'est quelque chose de très positif. Donc, on va avoir voilà, quelques photos en fait, qui résument cela avec des outils, des ateliers. On a développé énormément d'outils, hein, comme je disais, avec des inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs du développement durable, puisqu'il y a aussi des référents EDD, généralement dans les établissements catholiques, qui participent avec plaisir à ce concours et qui nous ont aidés à faire ces programmes. Vous avez donc la Cubothèque où il y a énormément de ressources, donc c'est une plateforme en ligne où en fait tous les professeurs vont pouvoir télécharger des ressources, les adapter pour pouvoir faciliter en fait leurs enseignements. Bien sûr, ils disposent, ils font évidemment ce qu'ils veulent, mais ils ont énormément de ressources, hein, c'est vraiment très intéressant. Tout le monde nous dit qu'on a une valise pédagogique incroyable, hein, c'est ce que nous disent les chefs d'établissement, et donc c'est quand même très très utile pour parler de l'énergie d'une manière très concrète. Vous avez là, alors chaque établissement reçoit ce qu'on appelle un kit établissement avec des outils qui sont par exemple une caméra thermique, 2 wattmètres hein, pour mesurer les énergies des différents outils, enfin des différents d'un ordinateur, etc.
un testo, un capteur de CO2 en fait qui va permettre en fait de mesurer également l'énergie. Et là, ils s'en sont beaucoup servis pour le Covid en fait, puisqu'en fait on peut et donc ça c'est aussi fourni dans les des affichettes, des stickers. Mais on a vraiment des outils pédagogiques qui sont importants, qui coûtent, enfin ce kit coûte plus de 1 000 €. Hein, et on a aussi 300 kits par établissement, des kits ambassadeurs. Et ce sont des kits qui sont donnés aux élèves et qui ramènent chez eux. Et ils vont pouvoir aussi mesurer l'énergie chez eux, travailler avec leurs parents sur ces sujets. Ils ont un petit thermomètre, des choses beaucoup plus simples, mais avec un vrai guide qui va leur permettre en fait de voir chez eux où on pourrait faire des économies d'énergie de façon très pratique et très concrète. Tout est très très concret dans cet accompagnement. L'inscription, elle est simple. En fait, nous avons la chance d'être financés par les économies d'énergie. Donc, pour chaque établissement qui rentre dans le concours, on reçoit des économies d'énergie de nos financeurs, qui sont EDF et Certinergie, par l'intermédiaire, bien sûr, du ministère de la Transition écologique qui valide tout cela. On reçoit 12 000 € par établissement, ce qui nous permet de faire tout cet accompagnement. Donc, on a des moyens et chaque établissement doit payer 1 000 €, hein, puisque c'est ainsi, hein, il y a une inscription qui est demandée à l'établissement. Sachez que aujourd'hui, on a fait des études sur l'ensemble des établissements scolaires et pour un collège, par rapport à sa superficie, la première année du concours, on arrive, quand on fait 10% d'économie d'énergie, ce qui est totalement atteignable, hein, des fois on fait beaucoup plus, c'est 5 000 € de gagné. Et quand on fait pour un établissement, pour un lycée qui est généralement plus grand, sur la moyenne des établissements, on a fait ça sur la moyenne des établissements français, pour un lycée, c'est 15 000 € d'économie quand on fait ce concours et quand on fait simplement 10% d'économie, ce qui est totalement atteignable puisqu'on est en moyenne de 12%. Donc, les 1 000 € hein, sont largement amortis dès la première année. Hein. Et bien sûr, on fait beaucoup plus les années suivantes. Hein. Je ne parle que de l'économie de la première année. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, aujourd'hui, vous voyez un petit peu dans cette carte l'ensemble des établissements qui nous suivent cette année depuis 2 ans, en fait. Donc, c'est 525 établissements, 524, 525, en fait, il y a une petite erreur. Et donc, cette année, nous avons 80 établissements catholiques qui sont rentrés dans la course et qui sont, alors de ce que nous disent les animateurs, qui sont des gens qui sont très, très investis. D'abord, ils se connaissent tous déjà. Donc, quand on fait une équipe avec des établissements catholiques par rapport aux établissements publics, il y a tout de suite une équipe qui est déjà formée, puisque les gens se connaissent et les gens échangent avec grand plaisir. Alors, parfois, les établissements catholiques sont mêlés à des établissements publics dans certains départements. Et là, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce qu'ils ont plaisir à se connaître. Ils n'avaient jamais l'habitude de se rencontrer. Et la première chose qu'ils font, c'est échanger leur carte de visite, ils s'appellent et ils comparent finalement leur méthode d'enseignement. Et c'est quelque chose d'assez positif. Petite remarque en passant que vous n'avez pas saisi au départ, mais ils sont très contents de se rencontrer. Donc là, ce sont des exemples en fait. Hein. Alors il y en a qui font, là ils ont fait le logo Cubes en craie, il y en a qui font je vous dis des escape games, il y en a qui font des vidéos. Là il y a une vidéo qui nous est arrivée d'un collège dans le Cantal, hein, qui va être passé cet après-midi d'ailleurs. Voilà, je crois que nous aurons l'occasion de la diffuser dans l'après-midi. Voilà, vous allez voir vraiment l'engagement, et cette année en plus avec le Covid, c'était pas évident de faire ce genre de choses, mais cette année il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas d'activité extrascolaire, et tout le monde s'est mis dans Cubes, et c'était quelque chose de joyeux, de ludique, et finalement on s'est rendu compte aussi que cette année qui aurait pu être un frein, finalement n'en a pas été, parce que aussi, je crois que le Covid nous a fait prendre conscience, parents, enfin à tous, de l'importance de l'environnement. Et donc on a eu envie, hein, et on s'en est rendu compte dans les établissements, ils ont eu envie de vraiment participer encore plus, et les élèves se sont rendus compte de l'importance de ce sujet, et ce sont souvent les jeunes qui sont encore plus conscients de cet environnement, de l'importance de l'environnement, de l'importance de ce qu'il faut faire pour notre planète, et c'est pour ça qu'ils ont vraiment voulu le faire avec beaucoup d'enthousiasme, et c'était des moments joyeux, et ça c'est important. Je crois qu'il faut mettre de la joie, de ludique, de l'espoir. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec du bon sens en fait, hein. Les éco-gestes, c'est que du bon sens qu'on a souvent oublié, mais il faut les rappeler, tout simplement. Voilà donc en quelques
quelques slides, hein, je pourrais vous en dire beaucoup plus. On entend votre dynamisme. Voilà, j'en suis ravie parce que moi, je prends plaisir à organiser ce concours. Et vous avez sur le site Cubes énormément de témoignages, énormément de vidéos qui rendent compte encore mieux parce que rien ne vaut les témoins pour parler d'un sujet. Et voilà, et nous travaillons bien sûr avec toutes les entreprises qui font après les travaux, etc. Mais c'est la première marche, et c'est une marche facile à prendre qui permet de faire un diagnostic aussi, un diagnostic de l'établissement, puisque les élèves repèrent tout de suite, avec beaucoup d'acuité, tout ce qui se passe, et on leur demande de faire un diagnostic, j'en ai pas parlé, c'est un diagnostic important, puisqu'ils font une mini-audit, en fait, qui vont repérer tous les problèmes de l'établissement, toutes les choses où on pourrait faire mieux. Voilà, et ben merci. Voilà. Merci Nathalie, merci pour ce témoignage et cette présentation. Donc du challenge de Cubes, on voit que l'implication et la sensibilisation de tous est vraiment primordiale pour entrer dans la démarche et compléter et comment dire, aller dans la démarche des économies d'énergie. Et voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette matinée. Merci à tout le monde, merci aux intervenants. Nous espérons avoir été le plus clair possible au cours de cette table ronde. Alors, technique, pratique, cette réglementation peut paraître un peu complexe, mais il fallait débuter pour qu'on commence à rentrer dans cette démarche et nous espérons vous avoir donné les clés d'entrée. Nous savons maintenant les objectifs à atteindre. Nous savons également que nous pouvons intervenir sur les bâtiments, sensibiliser les occupants sur leur comportement, adapter l'usage des locaux. Nous allons continuer, nous, dans le cadre du groupe technique locaux scolaires, à vous accompagner en vous informant au cours de l'année. Donc, entrons dans cette démarche qui nous concerne tous, sans vivre cette réglementation comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité qui s'offre à nous et qui donne du sens à tous nos projets.